Merci à tout le monde. Je remercie très chaleureusement notre ami le sénateur François Grosdidier de son parrainage qui nous permet de nous réunir ce matin dans ce beau restaurant du Sénat. Je suis très heureuse de cette rencontre qui est le fruit de coopération entre l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication et l'ONG Naam que préside son Altesse royale la princesse Rima El Faisal. Je vous remercie également de votre présence pour ce petit déjeuner organisé sur le thème « La lutte pour l'alphabétisation, l'action des ONG dans les pays du Sud ». L'analphabétisme est un fléau qui, hélas, est encore loin d'être éradiqué. Dans notre monde qui vit à l'heure des nouvelles technologies les plus performantes, un monde pris d'un véritable vertige technologique, c'est sans doute un paradoxe de voir qu'il y a encore des centaines de millions d'hommes et de femmes qui n'ont même pas accès à la lecture. Est-il besoin de souligner une fois de plus que l'analphabétisme est l'un des principaux obstacles au développement socio-économique? Il favorise l'exclusion sociale et bien entendu, il frappe les plus vulnérables, en particulier les filles et les femmes dans de nombreux pays du Sud. Et nous savons bien que l'analphabétisme des femmes, des mères de famille, compromet la bonne éducation des enfants. En même temps, cet analphabétisme est un obstacle à leur insertion dans la vie économique. Donc, à tous égards, c'est une cause de sous-développement. L'aide à l'alphabétisation est donc une sorte de devoir. Je note que dans les pays musulmans, de très nombreuses organisations privées caritatives consacrent leurs efforts à l'alphabétisation. En cela, ils suivent en cela les préceptes du Saint-Coran, invitant à la promotion de l'éducation et des sciences. La connaissance et la science sont issues de la foi et le prophète n'a cessé de rappeler que la recherche de la connaissance est un devoir très sacré pour tout musulman, hommes et femmes. Dans les pays occidentaux, les associations caritatives, religieuses, confessionnelles ou laïques font également un travail remarquable. Précisément, l'objet de notre rencontre est de permettre à des représentants de diverses institutions et ONG de présenter leur action pour l'alphabétisation et de confronter leurs expériences. Il y a aujourd'hui avec nous des responsables de plusieurs grandes organisations internationales qui accordent une place importante à la lutte contre l'analphabétisme et pour l'éducation. Monsieur Maïga représente l'Organisation internationale de la francophonie. Merci. L'Organisation islamique pour l'éducation représentée par Samia Jakta. Les sciences et les cultures, donc ISESCO Sciences et Culture. Le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe avec notre ami Jean-Marie Haid. Ils nous feront part de leur action. Mais nous avons également des représentants d'associations militantes très actives comme l'association France-Maroc au cœur, My Future Foundation fondée par notre amie Khadija Salamé, mais Khadija a eu du retard, elle ne va pas tarder j'espère. L'association comment dis-tu en arabe? En arabe, Sanna al-Hayat. Bâtissons la vie, très bien, merci. Bâtisseurs de la vie, merci Nadine. Donc représenté par Nadine Balakat, et tous vont faire part donc de leur action et de leurs besoins. Et je salue également la présence du professeur Fawzi Al-Ashmaoui parmi nous, un grand merci, et mon ami Amal Saban qui est l'attaché culturel auprès de l'ambassade d'Égypte qui nous a fait l'amitié d'être là. Donc je propose de donner la parole à son Excellence Rima El Faisal. J'aurais dû commencer par vous. Non, très rapidement. J'ai simplement vous dire mon bonheur et l'honneur que vous me faites
venir au Sénat pour ce petit déjeuner. Je voudrais dire très rapidement d'assurer de tout notre soutien d'abord dans ce palais de la République qui est l'assemblée des collectivités, des représentants des collectivités territoriales. Ne l'oubliez jamais, et je m'inscris sur le fait que la coopération décentralisée de collectivité à collectivité est à la fois un important levier de développement pour les pays en voie de développement, et c'est aussi un excellent vecteur de compréhension interculturelle. Et on peut regretter que dans la décennie s'écoule, le fossé culturel se soit plutôt creusé entre le monde occidental et le monde arabo-musulman, davantage en raison de l'actualité, d'une actualité qui passe par le prisme à la fois déformant et grossissant des médias, et que cela n'a pas favorisé la compréhension et les interprétations culturelles entre les deux rives de la Méditerranée notamment. Donc nous avons à travailler à la fois dans le monde politique, dans le monde culturel, mais aussi dans celui des collectivités territoriales, à rapprocher. C'est-à-dire ce sont les échanges humains, les échanges d'expériences qui démentissent finalement ce qui hélas fait trop souvent la une de l'actualité, alors que c'est le plus souvent négatif. Donc voilà, donc je vous assure de tout mon soutien, je suis très heureux de vous accueillir et vous dire qu'avec de nombreux sénateurs en plus qui sont très actifs dans les groupes d'amitié entre la France et les pays notamment du monde arabo-musulman, et bien nous sommes tout acquis à votre cause, à la fois de rapprochement culturel, mais aussi d'action concrète. Je ne développerai pas plus, je partage tout ce que vous avez dit sur la lutte contre l'alphabétisation, qu'on poursuit aussi dans nos collectivités locales, dans ma commune, où plus de la moitié de la population est d'origine étrangère. Je sais ce que c'est au quotidien de lutter contre l'alphabétisation, même de toucher les mamans par l'école pour les amener à prendre des cours de français, alors que le mari ne voit pas nécessairement un intérêt, mais c'est par l'école qu'on touche. On explique que c'est d'abord pour les enfants qu'il faut le faire, pour les aider dans les devoirs, et ensuite ça favorise effectivement l'insertion professionnelle. Donc je dis, je suis de tout cœur avec vous, et à la fois très concrètement et prêt à me faire le relais de vos actions auprès de mes collègues, à la fois dans cette haute assemblée et auprès des collectivités locales. Voilà, je m'arrête là, je passe immédiatement la parole. Je n'avais pas prévu de parler, je suis là pour vous en dire. Merci. Je propose de donner la parole à M. Maïga de l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous dira un petit mot sur leur action. Merci. Merci. La francophonie, ma voix se réjouit d'être associée à ce petit déjeuner de travail, comme je te dis. Et je pense que je vais vous décevoir un peu, parce que en vérité, la francophonie, depuis fort longtemps, a cessé de faire de l'alphabétisation au sens classique du terme, quand bien même nous plaçons quand même l'éducation au centre de nos activités, ayant conscience que l'éducation est le moteur de tout développement. Nous avons changé de politique depuis un certain nombre d'années parce que, en raison de la récession budgétaire, en raison aussi du fait que nos États membres voulaient avoir beaucoup plus de visibilité dans les actions. Chaque fois qu'il y a des réunions des Sherpas, les représentants spéciaux des chefs d'État, on nous a souvent reproché de ne pas être visible et de faire beaucoup de choses à la fois. Donc, on a été obligé de recentrer nos efforts pour être visible. Pour être visible, il faut être présent là où les autres sont absents. On pense qu'il y a des organisations qui font mieux l'alphabétisation que nous. Donc, vaut mieux consacrer nos efforts sur un terrain qui peut être une plus-value, où on peut être plus visible. Voilà un peu la démarche. Bon, donc
avant cette décision, on faisait de l'alphabétisation à travers des ONG auxquelles on donnait des subventions, mais nous-mêmes, on n'était jamais sur le terrain. Mais ces dernières années, la francophonie s'est beaucoup axé ses efforts sur l'éducation dans le formel. L'éducation dans le formel, puisqu'on a décidé de ne plus être dans le non formel, le non formel étant entendu l'alphabétisation fonctionnelle ou même de masse, nous faisons donc nous sommes sur le terrain du formel, strictement dans le domaine éducatif, avec les ministères chargés de l'éducation nationale des pays membres de la francophonie. Et dans ce cadre, nous avons développé un certain nombre de programmes, notamment un des programmes phares, essentiels de la francophonie actuellement, c'est l'enseignement du français, c'est notre raison d'être, mais dans des contextes multilingues. Comment prendre en compte les langues locales dans l'enseignement du français, langue seconde? C'est-à-dire que nous sommes conscients du fait qu'on ne peut pas enseigner le français en Afrique, par exemple, comme on l'enseignerait ici au bord de la Seine, puisque les réalités ne sont pas les mêmes. Et l'enfant qui arrive également à l'école, à 6 ans, il parle déjà une autre langue que le français. Donc, si on veut le valoriser, si on veut participer à sa réussite, il faut tenir compte justement de cette langue locale que l'enfant parle, pour pouvoir l'aider sans choc. Puisqu'à 6 ans, quand il arrive et qu'il ne comprend pas un seul mot français, et qu'on lui parle français, il est exposé à un traumatisme psychologique. Un traumatisme qui peut expliquer, et qui explique bien souvent la déperdition scolaire, les abandons. Or, on sait qu'en Afrique, le taux d'abandon est très élevé, le taux des échecs scolaires est très élevé, et du coup, ça joue sur le taux de l'alphabétisation d'une façon générale, d'où, n'est-ce pas, l'absence de développement. Donc, nous mettons l'accent sur la scolarisation pour permettre à l'enfant d'avoir beaucoup de chances pour réussir. Comment? Justement, en valorisant sa langue, en produisant des outils pédagogiques, permettant justement à l'enseignant d'avoir des recettes pouvant aider l'enfant à passer de sa langue maternelle vers le français, mais en douceur, sans choc. Nous investissons beaucoup dans ce domaine à travers un programme qui s'appelle maintenant École et langue nationale en Afrique, un programme financé par l'AFD, l'Agence française de développement, pour une partie, une autre partie par la francophonie elle-même, et une autre partie par justement le partenariat mondial pour l'éducation, le PME. Donc ce programme est en cours d'exécution, et parallèlement donc à ce programme-là, c'est vrai qu'il faut aussi dire que nous faisons beaucoup d'actions de sensibilisation. Nous travaillons avec les ministères de l'Éducation nationale, nous faisons de la sensibilisation parce que les langues nationales dont il s'agit ne sont pas valorisées. C'est-à-dire que les décideurs même, les parents d'élèves, pensent que les langues nationales ne sont pas capables d'exprimer la science. Et donc, enseigner une langue nationale dans une école classique est synonyme d'un enseignement au rabais. Donc, les parents d'élèves ne sont pas du tout motivés à envoyer leurs enfants dans des écoles où on enseigne à la fois le français et les langues nationales. D'où la nécessité de faire des actions de sensibilisation pour montrer aux parents d'élèves que cette assertion est fausse. On a pu faire des expériences en mettant des élèves
en faisant deux catégories d'élèves dans deux écoles différentes, une qui a commencé à faire un enseignement bilingue français, langue nationale, et une autre qui a commencé les études simplement en français. Au bout de 6 ans d'études, les deux classes ont passé les mêmes examens, même évaluation. Et bien, les résultats sont nets. Ceux qui ont fait l'enseignement bilingue, français et langue arabe ou langue locale, ont eu plus de résultats positifs que ceux qui n'ont fait que le français. Donc, du point de vue scientifique, pédagogique, il n'y a aucun doute que apprendre dans sa propre langue, quand on apprend dans sa propre langue, on apprend mieux, plus vite, n'est-ce pas, que quand on commence par une langue étrangère. Et c'est plus facile d'ailleurs quand on apprend dans sa propre langue, dans sa langue première, il est plus facile, n'est-ce pas, d'apprendre facilement le français. Donc voilà un peu ce que nous faisons dans le système classique, formel, et on développe aussi des bibliothèques, qu'on appelle les centres de lecture et d'animation culturelle à travers le Sud. On a à peu près 2500 centres de lecture et d'animation culturelle à travers l'Afrique. Voilà globalement, très rapidement ce que j'ai dit. Je vous remercie. J'aimerais passer la parole à Mme Samia Diakra de l'ISESCO. Merci. Votre Altesse Royale, la Princesse Reem El Faisal, Excellence Monsieur le Sénateur François Grosdidier, Madame Zeyna Al-Taibi, Présidente de la FACOM, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous transmettre les amitiés, les encouragements de Son Excellence Dr Abdelaziz Othman El Touijri, Directeur Général de l'ISESCO, et de vous remercier pour cette invitation pour débattre d'un thème cher à l'ISESCO, qui est celui de l'alphabétisation. De John Tien en 90 à Dakar en 2000, le courant international de l'éducation pour tous a placé l'alphabétisation au cœur des composantes principales pour atteindre une éducation de base de qualité. En fait, l'alphabétisation est une donnée incontournable pour atteindre les objectifs de l'éducation pour tous qui stipulent que les enfants, adolescents et adultes ont le droit fondamental de bénéficier d'une éducation de base leur permettant de développer leurs talents, de mener une vie meilleure et de transformer leur société. Contrairement à la situation qui prévaut actuellement dans les pays islamiques marqués par le fléau de l'analphabétisme, l'islam a toujours exhorté les hommes et les femmes à l'instruction. L'acquisition du savoir qu'il faut aller chercher est considérée comme un devoir religieux et moral qui incombe à tout musulman et à toute musulmane. D'ailleurs, faut-il le rappeler, le premier verset coranique révélé est « Iqra », lis. De même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prôné la quête continue du savoir, du berceau au tombeau. Dans l'optique islamique, la lutte contre l'analphabétisme est à la fois un devoir légal, un engagement moral et une responsabilité sociale. La promotion de l'alphabétisation, parallèlement à l'encouragement des différents types d'éducation formelle, demeure l'une des principales priorités de l'ISESCO du fait de la situation socio-économique des pays islamiques. En effet, dans la grande majorité de ceux-ci, l'analphabétisme est une pierre d'achoppement sur laquelle butent les efforts visant à réaliser le développement global durable. Toutefois, le rapport mondial de l'éducation pour tous en 2010, 10 ans après le Forum de Dakar, montre que 770 millions d'adultes dépourvus de compétences en matière d'analphabétisme, 2 tiers sont des femmes. En fait, le problème que pose l'éducation de la population féminine en général et son alphabétisation en particulier est immense et constitue une difficulté majeure sur la voie de la réalisation de l'éducation pour tous. Malgré l'augmentation de la proportion des filles et des femmes dans les effectifs inscrits au niveau de l'éducation formelle, de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, la population féminine reste en retard sur la population masculine en matière d'éducation dans de nombreux pays du Sud. Cependant, force est de constater que les femmes constituent dans la société une force économique des plus importantes. Elles sont non seulement agents privilégiés de la survie et du développement de l'enfant, mais aussi actrices des changements économiques. Malheureusement, on constate dans différentes sociétés que l'analphabétisme constitue un frein
à l'éclosion de ce potentiel de femmes, en posant des soucis majeurs de développement, entre autres l'accroissement de la pauvreté, la dépendance économique, l'exclusion sociale, politique et culturelle, la tendance à la dégradation de la santé maternelle et infantile, l'impossibilité d'accès aux emplois qualifiés, etc. Considérant l'importance de l'alphabétisation des femmes pour le développement socio-économique des pays et en tenant compte du déséquilibre actuel dans la parité, l'ICESCO a mis l'accent sur les formations régionales dans ses États membres, parmi lesquels je peux vous citer la formation d'inspecteurs pédagogiques en alphabétisation au centre régional de l'ICESCO au Niger. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme de cette année, donc 2013, l'ICESCO a apporté son soutien à la scolarisation de 800 filles et à l'alphabétisation de 1200 femmes dans les zones rurales du Niger. L'ICESCO a également décerné son prix de recherche en alphabétisation de l'année 2012 à l'organisation non gouvernementale Dhaka Ahsaniya Mission, basée à Dhaka, capitale du Bangladesh, en reconnaissance de ses efforts remarquables dans la mise en œuvre du projet intitulé Autonomisation des adolescents pour accompagner les mutations sociales. L'ICESCO tient régulièrement des ateliers régionaux sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle, pour en citer quelques-uns. Pour la région Afrique, un atelier régional sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle s'est tenu en Mauritanie. Pour la région arabe, au même moment se tenait un atelier régional organisé au Caire sur la planification des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, qui a regroupé des participants de Jordanie, Tunisie, Algérie, Soudan, Libye, Maroc, Yémen. Pour la région Asie, l'ICESCO a tenu un atelier en Azerbaïdjan sur la conception et la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation. L'ICESCO a également pris part à la table ronde de l'UNESCO sous le thème « Atteindre les objectifs d'alphabétisation 2015, tenir les engagements ». Maintenant, que résulte-t-il de ces actions? Tout d'abord, la détermination politique est croissante dans une large mesure grâce à vos engagements. Deuxièmement, un certain nombre de pays parmi nos États membres ont augmenté les allocations budgétaires en faveur de l'alphabétisation. Je peux vous citer le Niger ou le Burkina Faso qui a quasiment doublé son budget alloué à l'alphabétisation. On peut également citer certains pays de l'Amérique latine qui, même s'ils ne sont pas membres de l'ICESCO, méritent qu'on leur rende cet hommage. Troisièmement, le soutien des organisations et ONG donateurs qui commence à croître. Par ailleurs, l'ICESCO, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou le PNUD ont affecté plus de fonds à l'alphabétisation dans différents pays partenaires. L'ICESCO continue d'accroître son investissement en faveur de l'alphabétisation des adultes et des enfants. Dans cette optique, nous devons user de notre influence à titre individuel et collectif afin que les besoins d'alphabétisation soient mieux pris en compte dans le cadre des programmes nationaux et internationaux de développement. Nous devons faire pression pour que des ressources suffisantes soient allouées à l'éducation et à l'aide au développement. D'autre part, l'allègement de la dette des pays en voie de développement et la conversion de cette dette en investissement dans le domaine de l'éducation pour tous, notamment dans son volet relatif à l'alphabétisation et l'éducation des jeunes et des adultes, sera d'un apport appréciable pour tarir ainsi à la source le fléau de l'analphabétisme. De plus, la mise en place de mesures incitatives en faveur des forces vives de la société au sens large du terme, telles que la société civile, les ONG, le secteur privé, renforce davantage les réalisations en matière d'alphabétisation et d'éducation des jeunes et des adultes. Je ne saurais terminer cette allocution sans réitérer mes plus vifs remerciements à l'ONG NAAM et à la FACOM pour leurs engagements et la qualité de cette rencontre. Merci. Je vais donner la parole à M. Jean-Marie Hey du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Merci Madame, Votre Altesse, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs. En quelques mots, puisque je crois qu'on veut partager la parole, donc je vais être bref dans mes propos. Le Centre Nord-Sud a au cœur de ses activités la dimension de l'éducation en général et particulièrement de l'éducation à la citoyenneté et l'éducation des futurs leaders et cadres des sociétés, notamment dans le cadre du pourtour méditerranéen.
Je crois que cette mission rejoint ce que Votre Altesse vous écrivez avec la belle photo que vous nous avez fait partager lorsque vous dites qu'une de vos missions c'est permettre à des sociétés d'être responsables, à devenir responsables. Je crois que ça s'inscrit vraiment dans cette notion de responsabilité. Il y a bien sûr l'élément de base qu'est l'alphabétisation. Beaucoup d'entre vous en ont parlé déjà et en parleront encore évidemment. C'est un élément incontournable et absolument nécessaire. C'est un élément qui va en lien avec ce que nous débattions hier, le rôle des femmes. Mais j'ai envie de dire que dans l'alphabétisation, il y a le rôle des hommes aussi. Et je crois qu'il ne faudrait surtout pas, par le biais de l'alphabétisation, qu'on se dise, bah tiens, là encore une charge que les femmes pourraient faire, pendant qu'elles font ça, elles ne font pas autre chose. Donc je crois que, oui, avec des prudences aussi dans la manière dont on met en œuvre les choses. Je crois que la notion qui est développée dans le cadre du centre Nord-Sud, c'est de permettre que chacun des pays, chacune des régions puisse permettre à ses habitants de vivre pleinement ce qui nous est offert, ce qui nous est possible. Et pour ça, il faut que les cadres de ces pays, les décideurs, les élus, aient également une vision plus large de la société, une vision abordable de la société. Et je crois que ça se prépare dans le cadre de l'éducation, d'où le travail qui est fait dans le contexte du centre Nord-Sud. Alors juste en deux mots, le centre Nord-Sud, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Il s'agit d'un accord partiel du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, 47 États membres, dont les 27 États de l'Union européenne. Et parmi ces 47 États membres, un certain nombre sont membres du centre Nord-Sud, donc ils ne le sont pas tous, ce sont des choix que font les États. Et on peut regretter que la France ait quitté à un moment donné, monsieur le sénateur, le centre Nord-Sud. Et on ne désespère pas sur le retour de la France dans les prochains temps. Donc on y travaille bien volontiers. La Turquie doit revenir, État membre du Conseil de l'Europe, doit revenir au centre Nord-Sud. Espérons que la France va devancer un petit peu la Turquie. C'est un message à peine voilé que je lançais. Mais le centre Nord-Sud regroupe des États membres du Conseil de l'Europe, mais regroupe également des États non membres. Et à ce titre-là, le Maroc est un État membre du centre Nord-Sud. Nous sommes en discussion avec la Tunisie actuellement, avec la Jordanie. Les discussions sont bien avancées également avec l'Égypte, qui sont appelés à devenir États membres du centre Nord-Sud. Après, il y a d'autres pays, le Cap-Vert et autres, qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, mais qui sont aussi membres du centre Nord-Sud. Je crois que ce qui est important, c'est certes le périphérique pourtour méditerranéen, mais le centre Nord-Sud s'intéresse également à l'Amérique du Sud et à l'ensemble des pays de la région latine. Je crois que l'élément central est toujours le même. L'élément central, c'est de permettre que cette éducation que nous appelons dans notre jargon l'éducation de la citoyenneté démocratique dans l'espace européen puisse prendre corps et puisse prendre forme dans tous ces pays émergents, dans tous ces pays, le mot émergent, je n'aime pas en plus, où la transition qui a été faite puisse se poursuivre dans un sens constructif et positif. Et non pas que ces transitions soient dévoyées par un certain nombre d'individus qui pensent à eux avant de penser aux populations qui les composent. Donc, je reviens sur la question de l'éducation et forcément de l'alphabétisation. Ce sont des éléments majeurs dans la mission de ce centre Nord-Sud. Et je terminerai là-dessus avec une particularité, c'est la notion du quadrilogue. Le centre Nord-Sud n'est pas simplement les États qui en font partie et qui décident de la voie à suivre, mais c'est dans l'esprit du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les États d'une part, les parlementaires rassemblés dans le cadre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, les collectivités locales et régionales des États membres dans le cadre du Congrès du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, et la société civile dans le cadre de la conférence des ONG, qui ensemble dialoguent dans le centre Nord-Sud de façon permanente. Et ça, c'est un élément nécessaire pour permettre aux États d'avancer aussi dans ce dialogue, même quand on n'est pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on arrive à se le dire, et c'est comme ça que ça peut aller de l'avant. Donc forcément, l'éducation est l'élément central qui nous permet de préparer les futurs leaders et les futurs encadrants de ces États membres. J'arrête là. Je vais passer la parole à notre ami Khadija Salami, qui a fondé My Future Foundation. Et il va nous en parler. Bonjour à tous. Voilà, c'est une petite fondation que j'ai créée il y a 3 ans, 2010. C'est par la nécessité de l'éducation. Vous savez tous que éduquer une fille, c'est éduquer la société tout entière. Et je suis l'exemple vivant devant vous. Je viens d'une famille modeste, une famille très traditionnelle et conservatrice.
Mais grâce à l'éducation, je peux avoir un futur, avoir ma vie dans les mains et être parmi vous ce matin. Voilà. Et je crois beaucoup dans l'éducation, ce qui m'a fait mal, parce que l'école ou la scolarisation pour les filles au Yémen, ça a commencé dans les années fin 60. Mais ça fait plus d'un demi-siècle et encore le taux de l'alphabétisme au Yémen, c'est encore entre 70 et 75%. Et c'est très grave parce que, vous savez, le développement du pays passe par l'éducation, par les femmes. Ce sont les femmes qui dictent leurs fils et leurs filles. Mais avec cette petite fondation que j'ai créée, c'est pas vraiment. C'est vrai, j'ai 250 filles et parmi peut-être ces 250 filles, une dizaine de ces filles peuvent faire quelque chose et aussi aider les autres. Mais on est encore loin d'avancer. Et je ne sais pas, je voulais demander à mes collègues là, votre organisme, est-ce que le Yémen est membre dans le nord-sud et dans l'ESCO, non. Et malheureusement, on est encore loin dans la scolarisation des filles. Même les garçons manquent de moyens. Il y a plein de filles. Dans les capitales même, des milliers de filles qui n'ont pas le moyen d'aller à l'école. Et ça ne coûte pas très cher. C'est $50 qui coûtent l'année pour une scolarisation de petites filles. Et je suis là parmi vous pour raconter malheureusement cette tristesse, mais en même temps pour apprendre ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut coopérer et coordonner pour améliorer la vie de ces filles et aussi pour la scolarisation de ces femmes. Merci Khadija. J'aimerais rappeler que Khadija est cinéaste, très active et qui a fait plusieurs films concernant justement la condition des femmes et des petites filles au Yémen. Il y a eu plusieurs prix, elle est vraiment très très active. Merci beaucoup Khadija pour ta présence parmi nous. Je vais passer la parole à Nadine Barakat, qui vient spécialement du Caire pour nous parler de son association Life Makers Organisation. Bon, je dis en anglais. Oh, en anglais c'est mieux. Merci. Bonjour à tous. Donc voilà, je représente la fondation Life Makers. Traduction en français, les bâtisseurs de la vie. C'est pas une bonne traduction. Donc juste, je vais parler d'abord aux dimensions mondiales du problème de l'alphabétisation. Le nombre d'analphabètes dans le monde est d'environ 880 millions, dont 65% vivent dans un groupe de pays appelés les pays E9. Ce sont donc l'Inde, Pakistan, Bangladesh, Indonésie, Chine, Égypte, Nigeria, Mexique et le Brésil. Malheureusement, donc, l'Égypte est classée au 7e rang. Le problème de l'analphabétisme en Égypte, selon un recensement en 2012, le nombre d'analphabètes en Égypte atteint les 17 millions. Ils vivent principalement à la campagne et la plupart donc, ce sont des femmes âgées de 15 ans et plus. Les conséquences, donc d'abord il y a 4 conséquences. D'abord politiquement, c'est le racinement de la dictature. Ensuite sur la santé, la propagation des maladies. Au niveau économique, l'alphabétisme affecte donc la connaissance des méthodes modernes de production de l'industrie et l'agriculture, ainsi que la main d'œuvre, ce qui réduit en fait la productivité. Donc les générations futures, les nouvelles générations ne réaliseront pas l'importance de l'éducation, ils ne rejoindront donc pas les écoles car la pauvreté est liée également à l'analphabétisme. Les causes de l'alphabétisme en Égypte, c'est donc il y a d'abord manque de conscience de l'importance de l'éducation, qu'on avait dit, donc la non-scolarisation des femmes et de leurs enfants en conséquence, ainsi la pauvreté. Donc c'est normal si des personnes qui n'ont pas à manger, donc ils ne vont pas penser à partir à l'école, mais plutôt même les enfants du bas âge
Donc ils seront dans les rues en train de vendre des mouchoirs, des paquets de mouchoirs ou du chewing-gum pour pouvoir apporter quelque chose à la famille. Et souvent ce sont, même si c'est des pauvres, mais des grandes familles qui ont beaucoup d'enfants. Donc les efforts visant à éradiquer l'alphabétisme après la révolution, donc la révolution ça fait en Égypte il y a 2 ans. Dans le passé en fait il n'y avait pas d'expérience pour éliminer ce grand nombre d'analphabètes. Il y avait seulement des petites tentatives qui conduisaient pas à un très bon résultat. Dû à ça, notre président de la fondation de Life Makers, Dr Mohamed Yahya, qui a d'abord choisi ce sujet comme le plus important et le plus urgent dans ce pays, donc, à le réaliser. Il a carrément créé un nouveau programme, donc, qui est différent de celui de l'État, qui a ensuite enseigné d'abord ou formé les enseignants bénévoles pour ensuite commencer à éliminer un peu l'alphabétisme en Égypte. Les caractéristiques donc, de l'expérience, donc bénévolat, notre fondation, c'est en fait même dans le monde entier, mais particulièrement en Égypte, on est le plus grand nombre, qu'on a le plus grand nombre de bénévoles dans notre fondation, ce qui fait un peu peur, ce qui nous a donné un peu aussi de force par rapport à l'État. On a aussi une concentration sur les filles. Et puis, on a des méthodologies donc, modernes qui s'adaptent aussi avec les environnements et les différentes tranches d'âge. On a une collaboration récemment, donc c'était notre plus grande collaboration avec des sociétés multinationales et dont Vodafone. Vodafone nous a vraiment donné un très grand budget. C'est grâce à ça qu'on peut faire quelque chose. Si on n'avait pas des budgets, on peut presque rien faire parce que ça coûte quand même parce qu'en fait on travaille sur plusieurs choses. On ne fait pas que pour sortir les enfants, les ramener à l'école, il faut s'occuper d'autres choses parce que cet enfant quand il va à l'école il ne pourra plus apporter ce qu'il avait apporté à manger, donc l'argent. Donc là on a d'autres personnes qui ont fondé un petit projet pour qu'ils puissent vivre avec et laisser les enfants aller à l'école et les femmes aussi. Donc on a aussi une coopération avec les institutions gouvernementales, mais c'est très très difficile parce que ils ont encore les anciennes méthodes et puis ils veulent pas avancer. Donc c'est un peu ça notre plus grand travail aussi d'un côté, donc en parallèle, c'est comment convaincre le gouvernement à changer le programme. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'aimerais passer la parole à Ousilia pour nous parler de France-Maroc au cœur. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors nous sommes 2 personnes à la tête du Maroc au cœur, mais 2 membres fondateurs. Nous sommes répartis la parole, donc M. Noël, co-président. Et ensuite, je prendrai la parole sur nos actions, plus particulièrement donc, au Maroc. Merci. Nous sommes une association qui a maintenant 2 ans d'expérience, qui a une maison mère dont le siège est à Nancy et une antenne marocaine dans la région de Chichaoua, la province de Chichaoua, région de Marrakech. On va tout de suite essayer de vous dire quelle analyse nous faisons de la question qui nous occupe aujourd'hui et quelle action nous essayons d'entreprendre. Nous nous sommes évidemment penchés tout de suite sur la question de l'analphabétisme, mais je souhaite vous dire que nous qui étions venus au Maroc pour implanter un jardin agroécologique très inspiré de Pierre Rabhi, que nous connaissons bien, nous avons dû vite voir que ce n'était pas seulement cela qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire, et nous avons dû le penser, c'est remplacer ou mettre dans une bonne perspective la notion de développement durable au service du développement humain. Et ce développement humain
pour nous maintenant repose sur 7 droits que je vais essayer d'énumérer rapidement. Mais si je les énumère et si je les cite, c'est parce que c'est un leurre de croire, à nos yeux en tout cas, qu'on peut lutter efficacement contre l'analphabétisme ou pour l'éducation en restant étroitement dans le secteur de l'éducation. Le premier droit que nous avons dû mettre en avant, c'est le droit de circuler, parce qu'il y a enclavement, parce qu'il y a des pistes partout, parce que les enfants et les adultes, évidemment, ne peuvent pas circuler correctement. Si on ne lutte pas pour installer des routes et pour que les gens puissent circuler, il n'y aura pas d'enfants à l'école parce qu'ils doivent faire 1 heure, 1 heure et demie de marche ou de vélo. Le deuxième droit, c'est le droit à l'eau et à l'assainissement liquide. Le douar d'El Amri dans lequel nous sommes fait partie des 96 douars de la commune de Mzouda qui compte 22 000 habitants. L'eau potable ne concerne que 45% de la population. L'assainissement liquide n'existe pas. Nous luttons pour installer cela. Et il est évident que des populations qui ne sont pas sensibilisées à l'eau de qualité subissent des fléaux, les enfants, la pollution de l'eau est partout, etc., etc. Le troisième droit, c'est le droit à l'alimentation de base par l'agroécologie. Alors, je ne veux pas développer, mais face à l'agriculture intensive et industrielle, qui concerne 80% du Maroc, dans le pilier Maroc vert, dans le programme Maroc vert, nous essayons de développer dans le pilier 2 de ce plan l'agriculture solidaire. Là où nous sommes, il y a 80% d'agriculteurs. Ces 80% d'agriculteurs, depuis 15 ans, connaissent la sécheresse. Cette année particulièrement, c'est un fléau considérable. Ils ont réussi à récolter un tout petit peu de blé. Et s'il n'y a pas... Alors ils sont en plus en monoculture, blé et orge. Nous luttons pour essayer de faire comprendre l'intérêt du jardin familial agroécologique. Et nous passons par les femmes. Et nous sommes, grâce au ministère des Affaires étrangères, nous sommes en train de développer un programme d'autonomisation des femmes de la commune de Mzouda. Il faut pour cela construire un petit centre de formation car il n'y a pas de salle publique à El Amri et il faut développer un programme. Nous avons 80 femmes qui peuvent le faire puisque c'est financé et nous venons de faire une assemblée générale. Disons que nous avons trouvé tout le public tout de suite et en même temps des femmes de tous âges, de 15 ans à 61 ans. Le quatrième droit, c'est le droit à l'éducation. Le cinquième, c'est le droit à la santé. Le sixième, c'est le droit au travail et surtout à l'artisanat, parce que c'est surtout de l'artisanat qui est là. Le droit à l'artisanat. Et le septième droit, que nous avons une jeune architecte qui est dans notre association, et elle nous a fait comprendre que toutes les maisons que nous avions dans le douar, qui sont toutes en traditionnel, en pisé, eh bien, il fallait vite installer de meilleures conditions sanitaires dans ces maisons. Le droit au logement sain et le droit au patrimoine bâti. Donc, si vous voulez, vous comprenez vite que pour nous, lutter contre l'analphabétisme, c'est lutter contre la pauvreté dans la perspective d'Esther Duflo. La lutte contre la pauvreté, elle est multidimensionnelle. La pauvreté doit être attaquée de multiples côtés. Pour le Maroc, dans la région dans laquelle nous sommes, nous ne parlons pas de l'ensemble du Maroc, c'est ce que nous venons de dire. Nous développons le même programme sur la France, en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, pour l'insertion des migrants. Et je dois vous dire qu'il faut enlever peut-être la nécessité du droit de circuler, parce qu'en France, il y en a beaucoup plus, bien sûr. Pour l'eau, c'est réglé, mais les autres droits dont nous parlons, pour les migrants en tout cas, restent valables. Voilà ce que nous essayons de faire. Juste un mot maintenant sur ce que nous voyons dans les écoles. Et évidemment, on rejoint tout ce qu'on a entendu, mais j'ai essayé de vous dire qu'il faut l'installer dans un contexte, dans une stratégie d'ensemble. À El Amri, il y a
une école centrale et 5 annexes. Cela représente 25 enseignants, cela représente 550 élèves. Il y a 6 niveaux d'enseignement. 10% arrivent au 6e niveau du scolaire. Pour passer ensuite au collège, il y a peut-être un enfant sur 100 qui va au collège. Et les filles, n'en parlons pas. La région de Chichaoua est tristement célèbre pour les petites bonnes. À 7 ans, elles sont placées dans les familles aisées, à la ville. Lutter contre tout cela ne peut se faire que si on est déterminé, si on analyse d'ensemble, si on convainc les autorités. C'est le cas. Je le dis très clairement. Ils essayent de nous suivre, de nous aider. Et avec tout cela, nous avons engagé quelque chose avec la Fondation Zakura Éducation. Et Fouzia va vous en parler. Alors, après cette analyse de situation, très rapidement, qu'est-ce que nous avons mis en place pour essayer de répondre à ces questions d'éducation? Tout d'abord, pour la question des femmes, donc nous avons sollicité un partenaire au Maroc qui est une fondation d'utilité publique et qui s'appelle la Fondation Zakura Éducation et qui développe des programmes intégrés, donc de soutien scolaire, de lutte contre l'abandon scolaire avec de l'éducation non formelle et aussi des programmes d'alphabétisation des femmes. Sur 2 douars du groupe scolaire concerné, nous avons 100 000 femmes qui ont commencé le cours d'alphabétisation. Il n'y a aucun absentéisme, donc ça, nous en sommes vraiment très heureux. Le programme a débuté depuis peu de temps. Ensuite, nous pensons que pour lutter pour l'alphabétisation, il faut prendre les problèmes à leur source. Donc, nous avons un territoire berbérophone. Donc les enfants arrivent en première année scolaire, ils n'ont pas l'arabe comme langue et on pense que développer le préscolaire dans un milieu rural peut être très utile pour les préparer à cette entrée à l'école. Ensuite, soutenir l'éducation des petites filles puisqu'elles quittent effectivement beaucoup trop tôt. Et nous avons aussi le problème de ces filles qui vont jusqu'au bout du cycle, mais comme vous l'a dit Noël, le problème d'accès au collège à cause de la route fait qu'elles arrêtent. Et nous voudrions pouvoir leur permettre de maintenir, entretenir ce qu'elles ont appris. Et un de nos projets, c'est de créer une ludothèque en plein cœur du milieu rural avec la délégation de l'éducation nationale de Chichaoua qui est partante. Et nous cherchons aussi des fondations d'entreprises qui nous permettent par exemple de rénover une salle de classe. Et cette école, cette ludothèque sera accessible à la fois aux différentes écoles mais aussi aux enfants qui ont quitté pour entretenir jusqu'au moment où nous pourrons agir sur les routes et développer un transport scolaire pour aller jusqu'au collège. Ça passe aussi par les sanitaires. Il faut savoir que dans le milieu rural, de nombreuses écoles ont des bâtiments préfabriqués, mais les sanitaires ne sont pas forcément là. Pour des problèmes d'eau et autres, ça coûte très cher. Donc nous allons solliciter, là encore, nous avons eu la chance de trouver les Ciments du Maroc qui vont financer la construction de blocs sanitaires chaque année pour les différentes écoles. Les petites filles, de toute façon, souvent s'arrêtent aussi pour ces questions-là. Et puis il y a aussi les conditions matérielles de l'état des écoles, l'entretien. L'État fait ce qu'il peut, mais l'État ne peut pas faire tout seul. Ça, nous nous en sommes rendus compte. Donc nous, en tant qu'association, dans le cadre de la coopération décentralisée, nous allons chercher des financements en France, certainement en Europe, mais aussi au Maroc, auprès des ministères, pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil des enfants. Ça passe par du mobilier adapté, ça passe par l'accès aux livres, par d'autres outils pédagogiques et autres. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de... J'ai oublié quelque chose? Non. Bon, pour faire court, parce que c'est très très long, mais en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir permis de nous exprimer sur ces questions. Merci. Monsieur Agathe. Voilà. Tu vas nous parler, le docteur va nous parler du Saïd en Égypte, n'est-ce pas? Haute-Égypte. Voilà, c'est ça. Donc encore un autre avis concernant l'Égypte. Monsieur le sénateur, Madame Taïbi, chers amis, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de retourner du Maghreb au Mashrek et encore plus profond au Mashrek, c'est-à-dire je vais vous parler de Haute-Égypte, le Saïd, c'est-à-dire quelques gouvernements, Sohag, Kena, Aswan, Luxor, etc. Je vais me concentrer sur 3 points rapidement. Premier point, la population de Haute-Égypte qualifie vraiment, il y a un certain dilemme, il y a un mystère qui concerne cette population de Haute-Égypte.
Et deuxième point, concernant les statistiques. Il y a vraiment des statistiques trompeuses, des chiffres qui ne sont pas vrais. Et troisième point, c'est la causalité alphabétisation et pauvreté. J'ai fait élaborer le premier point concernant le mystère qui concerne la population de Haute-Égypte. Dans cette région, on trouve les grandes figures de la vie égyptienne dans tous les domaines, culturels, politiques, religieux, etc. Je cite par exemple Tartawi, le Fahd Tartawi, qui est né à Tahta, gouvernorat de Sohag. Je cite Taha Hossein d'Ilminia. Je cite également El Akkad qui est né à Aswan. Je cite récemment Cheikh Taïb, Cheikh El-Azhar qui est natif de Luxor, et également notre poète populaire Labnoudi. Il est né aussi dans le sud d'Égypte. Donc là, dans cette région qui est dans l'Égypte, les grandes figures dans différents domaines, c'est là-bas on trouve les taux d'analphabétisation les plus élevés au niveau national. Ça, c'est un mystère. Même les sphinx gardent toujours ce mystère de la population égyptienne. Est-ce que la pauvreté est nécessaire pour sortir ces grandes figures de la vie égyptienne ou pas? Apparemment, c'était le cas avant, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je passe au deuxième point. Concernant les statistiques trompeuses, quand mon collègue égyptien, que je suis ravi de l'avoir parmi nous, il a parlé du taux d'analphabétisation qui est 30% actuellement, n'est-ce pas? Par rapport aux années 60, par exemple, le taux d'analphabétisation atteint à peu près 70%. Mais il ne faut pas oublier que la population égyptienne est pratiquement triplée ou quadruplée. Nous, on arrive aujourd'hui à 90 millions d'habitants. Donc, si on fait le calcul de 30% d'analphabétisation par rapport à 90 millions, donc on sait bien qu'il y a un vrai problème en Égypte actuellement. Il ne faut pas être heureux que le taux d'analphabétisation ait baissé de 60% aux années 60, on arrive aujourd'hui à 30%. Mais il faut prendre en compte aussi le nombre de la population égyptienne. D'autres choses, j'ai oublié de vous dire concernant la population du sud d'Égypte. Il existe un petit village à Sohag, il s'appelle Chatora, c'est nommé Chatora. Dans ce village, il existe un nombre de diplômés qui ont des doctorats et des masters de haute qualification. Le nombre de doctorants dans ce village à Sohag dépasse le moyen dans toutes les villes égyptiennes. C'est une contradiction bizarre dans ce village Chatora. Donc, je reviens à mon dernier point concernant la causalité. Moi, je parle en tant qu'économiste. Je rejoins mon ami de Nancy. Je suis entièrement d'accord avec vous que pour combattre l'analphabétisation, il faut lutter contre la pauvreté. Je crois qu'on est d'accord sur ce point, mais je rajoute de mon côté, et je crois que M. le sénateur sera d'accord avec moi, pour lutter contre l'analphabétisation, nous avons besoin d'une approche décentralisée. Nous avons besoin d'une coopération décentralisée. Il faut s'éloigner un peu de cette ancienne idée de décentralisation que l'État fait tout. Là, je suis tout à fait partisan à une sorte de coopération décentralisée pour combattre ce problème d'analphabétisation. J'y termine pour vous dire qu'actuellement, nous avons un projet très important avec certains organismes ici à Paris pour effectivement promouvoir cette idée de coopération décentralisée, et surtout on va mettre l'accent sur la notion ou le concept qui est très cher à votre Premier ministre, M. Hérault, concernant la co-localisation. Nous allons travailler sur ce point, et j'espère que je n'étais pas trop long, et je vous remercie. Merci Madame Taïbi encore une fois de m'inviter pour cette rencontre, et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci.
Merci. Merci à tous. Je propose, si jamais on veut faire poser des questions, quelques remarques, ou si quelqu'un voudrait rajouter quelque chose, on a le temps. Nous avons la salle jusqu'à 10h15, donc profitons-en. J'ai juste oublié de dire quelque chose. Excusez-moi, j'ai oublié de vous donner le nombre. En fait, il y a 120 000 volontaires et on a réussi en une année à éduquer, donc à former 94, comment on dit en français, 84. Moi, je suis de Suisse, donc 94 000 personnes. Donc, c'était vraiment une année, c'était quelque chose de très, très bien en fait. Je suis suisse, alors je dis non. Non, on va passer de l'autre côté. Là. Tu peux mettre aussi, s'il te plaît. C'est madame. Bon, Votre Altesse Royale, Monsieur le Sénateur, bonjour à tout le monde. J'aimerais juste faire une petite remarque. Ce fléau de l'analphabétisme qui frappe surtout les femmes et les filles dans le monde musulman est un fléau des temps modernes. Ce n'est pas un fléau lié à l'islam. Il est nullement lié à l'islam. Parce que le premier qui a fait une campagne contre l'analphabétisme, c'est le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il a engagé une femme qui s'appelle Al-Shifa bint al-Haris pour éduquer et enseigner ces femmes. Donc il a engagé un professeur d'arabe, de langue arabe, pour enseigner et pour donc éradiquer l'analphabétisme dans sa maison. Ça c'est le premier pas qu'il a fait. Il a engagé donc cette Al-Shifa bint al-Haris pour enseigner à ces femmes. Et ces femmes, Aïcha, Hafsa et Zainab, sont devenues des poètes. Elles ont appris donc la langue arabe et elles ont perfectionné leur connaissance en lisant le Coran et en s'appliquant à apprendre la langue. La deuxième campagne qu'il a faite contre l'analphabétisme, c'est durant et après la première bataille de Badr, où il était vainqueur. Il y a eu donc des prisonniers de guerre et il a mis pour condition sine qua non pour l'affranchissement des prisonniers de guerre que chacun d'eux apprenne à lire, à écrire à 5 musulmans parmi ses ashab, parmi ses amis et ses combattants. Et presque tous les prisonniers de guerre ont été lâchés, ont été libérés parce qu'ils ont accompli et ils ont terminé leur besogne qui était d'apprendre à lire et à écrire à 5 prisonniers de guerre. Et enfin dans tous ces hadiths ou bien dans plusieurs de ces hadiths, il incitait à apprendre et à s'instruire. Il disait qu'il faut chercher l'instruction et le savoir même en Chine. Bon, même en Chine veut dire le plus loin possible, même s'il faut faire de très longs voyages en vue de la connaissance et du savoir, faites-le. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Madame. Bonjour, Son Altesse. Tout récemment, une jeune séoudienne a gravé le sommet le plus haut du monde, l'Everest. C'est une victoire pour les Séoudiennes, pour toutes les femmes du monde. Que pouvez-vous nous dire sur cet exploit? Bravo. C'est important, il faut le souligner.
Merci, mais je suis fière, bien sûr, une Saoudienne a pu faire ça, et on vient de loin. Déjà, c'est à cause de l'éducation que nous sommes arrivés au sommet de ça. Il y a eu une intensive éducation des femmes. En Arabie, le problème maintenant, c'est pas l'éducation vraiment, c'est de faire rentrer les femmes dans le travail. C'est ça le problème majeur dans l'Arabie, c'est pas le problème de l'analphabétisme. Et d'une façon, ça c'est une réussite si on pense à il y a moins de 40 ans, la majorité des femmes n'étaient pas éduquées, même dans le premier étape. Alors ça c'est un symbole pour les femmes saoudiennes, mais on a encore du travail à faire. Oui. Mais je voulais demander en Yémen, c'est 75 chez les femmes, pas les hommes et femmes. Et les hommes? Les hommes, c'est entre 45 et 35. C'est déjà haut aussi. Oui. Merci beaucoup. Je voulais préciser aussi, dans la région dans laquelle nous sommes, dans le petit douar d'El Amri, commune de Mzouda, le taux d'analphabétisme chez les hommes est de l'ordre de 60 à 70%, le taux d'analphabétisme chez les femmes est de l'ordre de 80%. Voilà. D'autre part, nous constatons, quand nous proposons à la population d'ouvrir des formations, que les hommes à qui il a été proposé par la Fondation Zakura Éducation de faire de l'alphabétisation ne s'y inscrivent quasiment pas. Peut-être trois candidats, alors que vous avez une quantité très importante de candidatures féminines. Nous constatons que quand nous ouvrons des ateliers de formation, y compris en agroécologie, qui pourraient concerner, si on acceptait ces clivages, principalement les hommes, les femmes s'y inscrivent. Donc je pense que, et nous pensons que il y a un problème culturel fondamental qu'il ne faut pas se cacher. Notre association insiste toujours, quand elle intervient, nous sommes apolitiques et areligieux. Nous ne regardons que les causes profondes des phénomènes, nous essayons d'y remédier. Il y a, en tout cas là nous sommes en pays berbère, je ne généraliserai pas monde rural, pays berbère, mais il y a un problème culturel fondamental qui est le statut de la femme. C'est quand même frappant, on vient de faire une assemblée générale avec 130 personnes, l'année dernière on a fait une assemblée générale avec 500 personnes, nous sommes obligés de dire aux autorités, au caïd et qui passent par ses représentants, dites aux femmes qu'elles peuvent aussi venir, sinon elles ne viennent pas. Cette scission dans l'espace, entre l'espace privé pour les femmes, l'espace public pour les hommes, que l'on voit dans tous les cafés, etc., elle est très importante. Alors je pense aussi qu'il y a cette question, moi je l'appelle culturelle, il y a une nécessité impérative de conduire les femmes à participer partout. Nous intervenants, nous l'exigeons, à intervenir partout et à pouvoir agir. Et quand on leur propose, elles répondent en masse. Comment? Les classes, mixtes. Oui. Les classes d'éducation, oui. Elles sont mixtes, oui. Elles sont mixtes. Oui, oui. Elles s'organisent comment pour le temps, les horaires? C'est plutôt. Avec les travaux ménagers. C'est par demi-journée. Elle va vous le dire. Oui, ça c'est aussi des choses qui sont inscrites et qu'il faudrait un peu modifier. On a constaté notamment au Maroc qu'il y a une inégalité entre l'éducation en ville et l'éducation dans le milieu rural. Dans le milieu rural, on se dit les enfants ont des tâches à faire, donc ils n'ont que des demi-journées de cours, là où en ville ils ont des journées entières. Et en fait, nous, sans modifier au niveau de l'État ce qui est posé, on se dit qu'en introduisant la culture ou d'autres choses, ou de l'animation autour d'ateliers pédagogiques,
nous pourrons compléter en fait ces temps parce qu'en fait la plupart des enfants s'ennuient, il n'y a rien à faire et donc ils suivent les adultes comme ça, on voit bien il n'y a rien, même les ballons ont une durée de vie très courte puisque vu le nombre de cailloux etc, mais ils sont toujours preneurs et c'est ça qui nous a énormément fait plaisir. On a organisé une caravane médicale où une artiste de notre association a animé un atelier artistique avec les enfants. Elle s'est retrouvée avec 40 enfants autour d'elle, émerveillés de pouvoir avoir des crayons, des peintures. Ce sont des choses toutes simples et banales pour nous, mais qui sont de l'ordre de l'exceptionnel dans le milieu rural. Merci. Il y a une question ici. Oui. Bonjour à tous, Votre Altesse, Monsieur le Sénateur. Voilà, j'avais une question à poser à la princesse Rym El Faisal. Parce qu'elle est photographe aussi, vous êtes photographe, princesse Rym, vous avez exposé en France. Il y a longtemps, je vous ai interviewé. Et donc, je voulais juste un peu mettre la lumière sur votre rôle en Arabie Saoudite par rapport à l'alphabétisation, je ne sors pas le mot, par rapport aux femmes, parce que vous êtes un exemple finalement. Vous faites des expositions dans le monde. Et comment ça se passe en Arabie quand vous exposez? Il y a beaucoup d'encouragement dans la presse. Comment la presse reçoit vos expositions? Ça, c'est une petite première question. Et la deuxième question, je voulais dire que on n'a pas entendu le nom du Liban, alors qu'au Liban, il y a plusieurs sociétés. Je dirais que au Liban, il y a le monde arabe en entier qui existe. Il y a toutes sortes de sociétés, la société émancipée, il y a des filles qui ne sont pas éduquées, il y a des femmes qui passent à la télé, etc., etc. Donc je trouve que vraiment le Liban est absent dans toutes ces associations et ces organisations, parce qu'il y a beaucoup de bleds au Liban, de parties vraiment enfouies, où les femmes vraiment subissent des choses très difficiles, comme dans les pays dont vous parlez. Voilà. C'est pas parce que le Liban a une facette moderne, mais il a toutes les sociétés ensemble. Voilà, merci. Nous, on n'a pas oublié le Liban, ni non plus l'Irak, la Syrie, la Jordanie. Il y a beaucoup de pays arabes, mais nous, on a choisi des pays représentatifs des pays arabes. Le Yémen, bien sûr, c'est au périphère, si vous voulez, du monde arabe. Le Maroc aussi. Et l'Égypte, c'est le plus grand pays par population. C'est pour ça qu'on a aussi choisi aussi ces pays-là, ils sont les plus atteints de cette fléau. Mais ce sont des représentatifs de tous les pays arabes. On aurait pu faire tous les pays arabes, ça aurait été très long. Et en étant saoudienne, vous dites que je suis un exemple. C'est pas que j'ai choisi d'être un exemple. Et moi, j'étais élevée dans une famille il n'y avait jamais une différence entre hommes et femmes. Toute personne était libre à choisir leur carrière et tout ça. Moi, j'ai choisi la photo par amour, mais j'ai pas franchement réalisé que les problèmes que ça va m'attirer dans la société. Nous, les photographes, nous sommes peut-être une des segments les plus méprisés dans la société saoudienne. On était peut-être comme les acteurs en France dans le XVIe siècle. Alors, oui, mais pourtant, depuis que j'ai commencé, depuis que je travaille, il y a beaucoup de photographes, hommes et femmes. Et les hommes, ils sont aussi combattus que les femmes. C'est pas une question féminine. Alors, mais j'ai dit qu'il y a encore du travail à faire, bien sûr.
Merci Gabi, mais bon, moi aussi j'ai fait une petite erreur de penser à quelqu'un pour le Liban, mais je ne vois, il n'y a pas vraiment d'association ici, ONG qui peut parler du cas du Liban. Donc c'est pas. Monsieur représente, et puis monsieur s'est inscrit sans préciser, et je suis très heureuse de faire sa connaissance, mais il s'est inscrit sans préciser quelle était sa fonction. S'il m'avait dit qu'il s'intéressait au cas du Liban, on lui aurait donné la parole avec grand plaisir. Vous pouvez la prendre, on a encore une dizaine de minutes. Mais Samia aurait aimé reprendre la parole pour préciser quelque chose. Oui, il faut. Merci. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à l'intervention de monsieur représentant de la francophonie. Que l'ICESCO a un accord de partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Nous travaillons. Nous utilisons les centres CLAC de la francophonie pour assurer des séminaires d'alphabétisation dans les deux langues, la langue française et la langue arabe. Et effectivement, les résultats sont époustouflants. Deuxième précision pour madame qui a posé la question sur les femmes saoudiennes, sur l'exploit de la femme saoudienne. Cette jeune femme a réalisé cet exploit dans le cadre d'une association qui s'appelle Arab Altitudes. Et donc c'est des jeunes issus du monde arabe qui investissent le domaine du sport pour défendre des valeurs. Il y a eu également le cas d'un jeune Qatari qui a eu le prix d'une course automobile. Et là je parle à titre très personnel et très privé. J'ai moi-même pris la décision de participer à la prochaine édition du rallye Aïcha des Gazelles qui se trouve au Maroc pour défendre les valeurs des femmes arabes dans le sport. Je le fais également en tant que maman de 2 petites filles pour leur passer le message et leur dire que les limites sont parfois faites pour être dépassées. Merci. Je voudrais juste dire 2 mots. C'est vrai que ma fonction n'a pas été précisée, mais je ne suis pas ici représentatif d'une entité activiste dans ce domaine-là. Je suis pour l'UNESCO. Mais je souhaite soulever un mot pour le Liban. Il y a énormément de fondations qui existent, qui donnent des bourses pour les étudiants qui veulent avoir une éducation supérieure, pour enlever les clivages sociaux. Il y a énormément de fondations qui existent dans les zones rurales pour créer des écoles laïques, privées, pour pousser les jeunes à être éduqués. Mais ce qu'il faut combattre au Liban, c'est l'instrumentalisation de la religion dans les écoles qui existent dans toutes les zones rurales, qui donnent de l'éducation gratuite à toutes ces personnes-là, mais avec une propagande déguisée et une instrumentalisation de la religion. Et ça devient quelque chose pour lequel il faudrait lutter. Et je pense que ça concerne tout le pays arabe et pas juste le Liban, et même autres que les pays arabes. Mais je pense qu'en Liban, c'est une question qui est spécifique au Liban aussi. De plus en plus, comme les personnes généralement qui ont les moyens de sortir en dehors du Liban, avoir un autre genre d'éducation peuvent le faire, mais les personnes qui restent au sein du Liban sont dépendantes de l'éducation qui est présente là-bas et qui pour la plupart du temps, dans les zones défavorables, sont instrumentalisées par la religion. Juste une minute rapidement, parce que dans ma présentation, j'ai fait peut-être une gaffe de protocole, de m'a adressé à votre Altesse, parce que je rattrape cette faute rapidement. Vous êtes le député. Voilà, parce que j'ai oublié mes lunettes en fait, mes lunettes. Désolé. Voilà, je voulais rajouter quelque chose, mais je donne quand même l'occasion, une parole au... Monsieur n'a pas... Oui. Monsieur. Bonjour, moi j'ai travaillé plutôt sur la question de l'éducation en France. Donc je viens de publier un ouvrage qui s'appelle Les nouveaux défis de l'éducation, qui est sorti la semaine dernière. Et c'est intéressant de mettre en parallèle à la fois les pays arabes et le cas français. Alors ce qui est intéressant je pense, si on reprend les choses un petit peu historiquement, c'est que autant ce que disait tout à l'heure madame sur les pays arabes, il y a eu toute une avancée par rapport à la question du savoir, la sociologie qui a émergé dès le XIVe siècle. Il y a eu des refus aussi
liées parce que le savoir est souvent, dans l'histoire du savoir, et ça c'est quelque chose d'assez universel, le savoir a été détenu par parfois des religieux. Il y a eu un refus qui était une avancée clé ici en Europe, qui était celui de l'imprimerie. Elle va s'installer très tardivement dans les pays arabes, puisque ça voulait dire la diffusion du savoir. On sait que le savoir, il y a un enjeu éminemment politique. Et les situations sont différentes, puisque en France, on a 150 000 décrocheurs, c'est-à-dire des personnes qui quittent le système scolaire à partir du collège et qui se retrouvent parfois en situation d'échec scolaire, et ensuite ça peut amener à de la déviance. Et les conséquences à la fois sociales, économiques sont importantes. Et on le voit que le décrochage se fait après l'école primaire, c'est-à-dire que une fois qu'on n'a pas le triptyque lire, compter, écrire, on voit qu'il y a tout un tas de problématiques. Il y a des pays comme aujourd'hui, comme la Finlande, qui ont mis le paquet là-dessus, et j'ai le sentiment que c'est un peu le sens de la réforme qu'on est en train de vivre en France sur l'éducation. Alors dans les pays arabes, il y a aussi la question, au-delà du triptyque lire, compter, écrire, il y a la question de la pensée critique. Tout à l'heure on évoquait le cas de l'enseignement confessionnel, et je pense que c'est l'une des difficultés aujourd'hui des pays arabes, et c'est pour ça qu'il y a un enjeu politique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays arabes consacrent énormément de leur part, leur budget à l'armement et à d'autres problématiques, et pas une problématique essentielle comme l'éducation, puisque ça voudrait dire que la première période qu'on est en train de vivre, qui est celle de transformation politique, qui vont être longues, il va y avoir des convulsions, des phénomènes réactionnaires, surtout vis-à-vis des femmes. Eh bien, il y a une deuxième révolution, je pense, c'est la révolution culturelle. Elle va passer par la pensée, je pense, la pensée critique. Et la pensée critique, aujourd'hui, c'est un problème aussi en France, puisque si on veut continuer de faire vivre la démocratie, on a besoin de ça. On a besoin de faire que le citoyen puisse avoir un avis éclairé sur tout un tas de questions, les questions énergétiques, enfin les questions de société. Et juste pour terminer et finir sur le lien entre les deux sociétés, c'est que les avancées matérielles ne suffisent pas au développement d'une bonne société au niveau éducatif. Aujourd'hui, la France est l'un des meilleurs pays au niveau de l'équipement des bibliothèques. On en a quasiment partout, même dans les campagnes. Il y a ce qu'on appelle les bibliobus. On va dire vers les familles pour les livres. On a accès aujourd'hui aux nouvelles technologies, ce qui devrait permettre de réduire, on va dire, les écarts sur l'accès au savoir. Mais c'est pas suffisant, puisqu'il y a toujours le facteur humain, le facteur pédagogique. Comment on utilise les nouvelles technologies. Pourquoi l'importance d'un livre est beaucoup plus importante que le fait d'avoir une télévision dans la chambre d'un enfant, qui aujourd'hui est un facteur clairement de recul des savoirs. C'est-à-dire que donc il y a la question n'est pas simplement matérielle, mais je pense qu'il y a une question, on va dire pédagogique qui est très importante. Et donc cette question de pensée critique, elle se pose ici pour continuer à faire vivre, on va dire, l'espérance démocratique, et elle se pose de manière cruciale, on va dire, dans l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, merci. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez rappeler votre nom et le... Alors, Eliamine Soum, les nouveaux défis de l'éducation. Voilà. Oui, je crois que ce qui est très intéressant, c'est d'insister sur l'aspect global du problème. Vous l'avez dit, c'est bien beau de parler d'alphabétisation, mais s'il n'y a pas les infrastructures pour accéder aux coins les plus retirés, on l'a connu, nous, il n'y a pas très longtemps, dans nos régions montagnardes, dans les régions savoyardes ou autres, il était pratiquement impossible d'enseigner parce que c'était impossible d'y accéder. Et je crois que les infrastructures, pour les coins les plus reculés, sont l'élément le plus important peut-être. Il s'agit de désenclaver ces zones. Alors j'aime pas beaucoup le terme de pays berbère, parce que je pense qu'au Maroc il y a un pays marocain, il n'y a pas de pays berbère, il n'y a pas de pays arabe, il y a un vrai pays marocain, et il ne faut pas lier le fait berbère au sous-développement. Il y a plus de berbères dans les campagnes probablement, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que le berbère est aussi une langue officielle au Maroc, etc. Bon, donc je pense qu'il y a des Marocains, il n'y a pas des berbères, et il n'y a pas des Arabes, il y a des Marocains. Ça, c'est un autre problème. Mais sur les infrastructures, je pense que c'est très important, et je crois qu'il faut bien voir, et les mentalités, monsieur Nelfin, les mentalités aussi, et puis le problème économique. On sait très bien que dans les campagnes, mais on le connaissait en France, en Suisse, en Italie, il y a encore 25 ans, on n'envoyait pas les gamins à l'école parce qu'il fallait travailler à la ferme, et donc il n'y a pas de salaire de substitution. Bon, mais il faut aussi se méfier du fait qu'en alphabétisant ou en poussant trop
Enfin, pas en plus, entre autres, mais il ne faut pas que alphabétisation ou éducation signifie exode rural, hein, parce que ça peut être aussi le danger, hein, et d'où l'intérêt qu'il y ait des infrastructures sanitaires, scolaires dans ces zones, pour qu'elles soient viables et que les gens s'y fixent aussi. L'exode rural a été, on le sait très bien, une catastrophe dans de très nombreux pays. Et puis il y a la volonté politique. Alors l'État ne peut pas tout, surtout lorsque c'est des pays qui ont peu de moyens, mais l'État peut donner un rôle d'impulseur, et on le voit un peu au Maroc avec les initiatives du roi sur l'initiative nationale de développement humain, hein, une volonté très ferme de promotion sociale, éducative, mais il faut des partenaires. Vous avez parlé de coopération décentralisée, voilà un bel axe, enfin bon, le sénateur a noté, mais je crois que ce sera un bel axe à travailler. Les régions de France, les régions d'Europe ont souvent des moyens qui ne savent pas trop employer d'ailleurs, hein, et donc ça, ce serait à réfléchir et à développer d'une façon peut-être plus forte, d'autant que il y a, vous savez, une régionalisation au Maroc, il y en a dans d'autres régions, et donc là, il y aura peut-être des possibilités nouvelles de coopération régionale. Si je peux répondre rapidement. Oui, vous êtes pas berbère, vous êtes amazigh. Amazigh, oui, amazigh, oui. Oui. C'est le terme qui est le plus utilisé en fait en France. Oui, mais c'est le terme qui est le plus utilisé en France. Alors, juste rapidement, quand j'ai précisé tout à l'heure que nous étions dans un contexte amazigh, c'est surtout à cause de l'obstacle de l'accès, en fait, à cause de la langue. Le directeur nous précise que des enfants qui ont été éduqués dans la langue amazigh, quand ils arrivent en première année scolaire, il y a déjà l'apprentissage de la langue qui est dans le livre et le programme d'État. Ce qui fait que ça rend difficile. Donc le préscolaire répond à ces préalables, à l'éducation pour avoir moins d'échecs et moins de retard. Donc c'est ce que je voulais préciser. Et en fait la problématique, elle est la problématique du monde rural. Parce que entre le monde de la ville et le monde rural, c'est comme si vous passiez du 21e siècle parfois au 19e, parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Et ça vraiment c'est une problématique à dépasser. Je rejoins aussi par rapport au facteur humain. Nous avons des enseignants qui vivent souvent à Marrakech, donc il faut mobiliser, qui sont parfois mobilisés, mais quand il y a des conditions d'accueil, de logement de fonction qui n'existent pas ou dégradées, l'absentéisme des enseignants finit aussi par donner très peu d'heures de cours à ces enfants. Voilà, donc c'est tout un contexte que nous avons essayé d'analyser pour répondre au plus juste à la situation. Merci. Il faut que ça passe avec. Je voudrais remercier Rima El Faisal pour tout ce qu'elle fait, pour son association Naam, qui cherche vraiment à aider dans l'humanitaire et notamment dans la lutte contre l'illettrisme. Et merci à vous tous d'être là. On va essayer de faire de façon à avoir une chaîne de solidarité entre toutes vos associations. Je transmettrai les coordonnées de chacun et donc vos coordonnées, je ferai circuler, comme ça chacun pourra contacter, les associations pourront se mettre en contact, et ceux qui ont des cartes de visite, s'il vous plaît, si vous voulez bien les donner à Natalia qui aimerait bien les regrouper pour justement l'organisation Naam, l'association Naam. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt. Tu veux dire ?